Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil du lundi 13 décembre 2021, il est 19h34. Donc, je vais vous lire l'ordre du jour. Point 1, enregistrement de la séance extraordinaire publique du 13 décembre 2021. Point 2, mot de bienvenue. Point 3, ordre du jour et adoption. Point 4, conseil. Point 4.1, plan triennal des mobilisations 2022-2024. Point 5, période de questions. Point 6, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? On va y aller avec l'enregistrement. Donc, enregistrement de la séance, Monsieur Aymon. Considérant les changements apportés par la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, considérant qu'une municipalité peut désormais par règlement interdire les enregistrements vidéo et sonores des séances publiques du Conseil si elle enregistre les séances et les rend disponibles sur son site web le jour ouvrable suivant. Considérant que le Conseil n'a pas encore adopté de règlement à cet égard, mais souhaite tout de même enregistrer la séance de ce soir et la rendre disponible sur son site web dans les meilleurs délais. Il est résolu que la présente séance sera enregistrée et rendue disponible sur le site web de la municipalité dans les meilleurs délais. Je propose. C'est ça. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Bon, bienvenue. Donc, bonjour à tous les citoyens et citoyennes qui nous suivent en ligne. Vous avez maintenant la chance de ne pas avoir à vous déplacer pour assister à nos rencontres. Ça va être très bon pour le développement durable. Conciliation travail-famille, conciliation de vos horaires, si vous travaillez le soir, si vous n'avez pas de garderie en soirée. Donc, on souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va procéder à l'adoption du plan triennal. Donc, c'est bien important là, pour vous situer. On va discuter que du plan triennal des mobilisations. C'est une obligation légale que la séance du plan triennal ne soit discutée que le plan triennal des mobilisations. Il y aura une autre séance que vous pourrez retrouver également sur le site web. Le lien YouTube y sera, où vous allez pouvoir avoir les autres discussions qu'il y a dans une assemblée spéciale qui va commencer, espérons-le, peut-être une trentaine de minutes après celle-ci. Donc, point 3, ordre du jour, M. Lavigne. Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que lu précédemment. J'en fais la proposition. Le second. Est-ce qu'il y a de l'opposition? Point 4, conseil. Plan triennal des mobilisations 2022. Est-ce qu'il y a des discussions à avoir sur le plan triennal? Donc, pour les citoyens et citoyennes, je veux juste vous situer. On a décidé en tant que conseil de faire preuve de plus de transparence qu'auparavant. Donc, auparavant, les discussions étaient en assemblée préparatoire seulement. Les assemblées préparatoires n'étaient pas filmées, les séances du conseil non plus. Maintenant, on va essayer le plus possible d'avoir des discussions en séance du conseil. On a eu un peu de discussion en assemblée préparatoire. On va rendre l'assemblée préparatoire disponible aussi sur le site web si vous voulez la regarder. Puis, on va essayer d'en avoir le moins possible à l'avenir. L'idée, c'est que l'assemblée préparatoire, à terme, devienne quelque chose où on va seulement discuter les points où légalement ça doit discuter à huis clos parce qu'il y a des enjeux qui pourraient, par exemple, y avoir de la spéculation immobilière si on parle de sujets que l'information est diffusée avec des décisions soient prises ou d'autres enjeux comme celui. Donc, pour ce qui est du plan triennal des mobilisations, que tous les élus ont reçu une copie par courriel. Je remercie notre greffière de nous l'avoir fait parvenir par courriel, ça facilite grandement le travail. Est-ce qu'il y avait des questions, des interrogations? Donc, en assemblée préparatoire, là, il y avait la discussion sur un panneau d'affichage. Est-ce que vous vouliez l'inclure au plan triennal de mobilisation? Oui ou non? Il faudrait se prononcer. Présentement, il est inclus. Non, il n'est pas inclus. Présentement, il n'est pas inclus. Non. Donc, pour le bénéfice des citoyens et citoyennes qui n'auraient pas écouté la préparatoire, c'était proposition de M. Lavigne. Est-ce que vous pouvez répéter la proposition? Pour le panneau d'affichage? Pour le panneau d'affichage, oui, c'est ça. Il y avait déjà une firme qui nous avait rencontrés il y a quelques années et même l'année dernière, d'avoir un panneau d'affichage au coin du 3e rang de Simpson et de la route 122, afin que les gens qui proviennent de Drummondville, autant du secteur du 3e rang que du village, aient des informations, par exemple, comme notre conseil municipal ce soir, avis d'évolution toujours en vigueur. Oups, le moment que l'avis d'évolution a été levé, avis d'évolution levé,
Donc, ça n'empêche rien là, d'avoir, par exemple, comme sur notre futur site web, des infolettes, d'avoir notre Facebook ou d'autres réseaux sociaux, et également le bulletin municipal en ligne, il est déjà en ligne, ou papier. Mais on sait que ça va davantage rejoindre les citoyens instantanément, donc des gens qui viennent de la ville vers ces messages-là. Là, il faudrait valider avec la firme qu'est-ce qu'on veut, étant donné qu'il va y avoir des travaux entre le 3e rang de Simpson et le 3e rang de Wendover Sud. Bien, ce serait l'occasion de dire, bon, bien, le panneau électronique qui va être placé, bien, on sait qu'éventuellement ce sera déplacé, donc on prévoit les infrastructures en conséquence. Puis, il ne semblait pas avoir de problème, il y a plusieurs municipalités qui le font, donc s'il y a élargissement, par exemple, du 3e rang, bien, le panneau va demeurer quand même au coin du 3e rang sur notre territoire, qui sera déplacé. Ça serait probablement le seul, mais il pourrait peut-être éventuellement d'avoir un devant un futur centre communautaire, qui et peut-être un autre près de l'autoroute, mais disons que celui-là serait comme important. Donc, je proposerais en tout cas qu'on le mette au budget. Et puis, si on ne se rend pas dans les coûts, on n'est pas prêt ou il y a des travaux imprévus au coin du 3e rang, bien, ça sera tout simplement reporté, mais ça sera dans notre mobilisation. Et au niveau du coût? Bien, ça sera validé le type de panneau qu'on veut. Il y a une grande brochette, mais on pourrait mettre un 50 000 $. Puis s'il coûte moins, tant mieux. Puis s'il coûte plus, bien, ça sera, on n'a pas les sous, on reportera. Donc, ce que vous proposeriez, si on récapitule, ce serait d'insérer un 50 000 $ au plan triennal 20 pour l'année 2022, puis d'analyser en comité du budget, à savoir si la disponibilité sans augmenter le fardeau fiscal des citoyens. Exactement. Donc, si jamais on devait augmenter les taxes pour le payer, on le reporterait. Exactement. Puis, s'il n'y a pas besoin d'augmenter les taxes, on pourrait le faire. Oui. Est-ce que je comprends bien? Exactement. Est-ce que d'autres conseillers voudraient s'exprimer sur la question? Je pense qu'on est rendu en 2021, puis le coin est quand même assez populeux, fréquenté. On a vécu un exemple cette semaine avec la ville d'ébullition. Moi, personnellement, je l'ai su 4 heures après, 5 heures après. Est-ce que pour la santé, c'était bon, pas bon? Je peux pas justifier la distance du réseau d'eau, mais je pense que pour donner l'information aux gens, je crois qu'on est peut-être rendu là. L'avenue de la rue Philippe va amener encore plus de gens qui vont passer par là. Tout le monde passe par la 122 pour l'enlever, beaucoup de gens. Donc, j'appuie un petit peu M. Lavigne dans ce genre de démarche-là, surtout que le coin va être en travaux. Faire des travaux pour rebriser l'année d'après, je ne suis pas pour ça. Je veux dire, tant qu'à le faire, on va le faire d'un coup. Est-ce que d'autres Moi, je me rallie, je suis en faveur aussi. J'abonde dans le même sens. OK. Fait qu'on ajoute. Donc, point suivant, il y a le... Attendez un petit peu. Juste pour ouvrir ma feuille pour que je sois au bon endroit. Il y a le dépôt d'abrasif du garage municipal à la ligne 48 pour un montant de 778 014 $ qui se compose comme suit. Donc, aménagement de la cour, 114 684 $ et l'abri d'abrasif à 663 330 $. Là, monsieur le directeur de travaux publics m'a présenté, il y avait 2 projets pour l'abri d'abrasif. Donc, on a 2 projets qui ont été discutés sous l'ancien conseil. Donc, le premier projet consistait en un dôme, un peu comme les dômes agricoles blancs, là, où ça peut être de couleur, peu importe. Le montant total de la construction de l'abri d'abrasif avec taxe était de 193 775,99 $, si on allait pour cette option-là. Il y avait eu des considérations esthétiques. Est-ce que vous pouvez me resituer peut-être les anciens élus, les discussions qu'il y avait eu à ce sujet-là, qui avaient fait que cette démarche-là avait été écartée? Peut-être. Je pense qu'au niveau des discussions, il faudrait s'en reparler parce que le dossier était quand même encore à huis clos pour les considérations esthétiques à cause du projet qu'il y avait autour. Je pense qu'on ne pourra pas en parler ce soir. On va reporter la discussion. Bon, il semblait y avoir eu des considérations là, au niveau de l'impact esthétique. Je crois qu'il y avait une position qu'on ne voulait pas de mégadôme dans le village. Je pense que ça, c'était dans... non, c'était pas la raison. C'est pour ça que je vous demande. Moi, j'étais pas au cas. Non, c'était pas des considérations esthétiques. Là, je crois qu'on ne peut pas en parler ce soir. C'était en raison d'un projet. Là, on avait une vision qu'on n'a pas parlé ici comme conseil municipal. Qu'est-ce qui venait autour de ce secteur-là de garage municipal?
Si on a une vision à plus long terme, dans 50 ans, c'est quasi le centre du village. Donc, c'était dans ce sens-là. Puis, peut-être on pourra parler dans une séance subséquente qu'est-ce qui était prévu, parce qu'on a un aménagiste qui avait réfléchi sur le dossier. Il y avait un talus végétalisé. Il y avait aussi, c'est que de la rue Saint-Louis, où est-ce qu'on a un restaurant, c'est ce qu'on verrait, un dôme avec du calcium puis du sable. C'est sûr que ça prend un entrepôt. Et c'était pour cette raison-là, c'était l'entourage, l'environnement de ce secteur-là dans 20, 30, 40 ans ou 50 ans que l'aménagiste avait prévu. Il faudra avoir une réunion de travail là-dessus. Donc, juste on va en parler. Pour récap. Il y avait une subvention aussi. On était allé avec le bois, on avait un peu plus. Est-ce qu'on l'a, Oui, je peux vous donner les chiffres. Donc, la subvention Récime couvre 65% du montant. Oui. Et le montant de l'abri d'abrasif qui a été sélectionné par la suite là, pour des considérations qu'on vous fera part éventuellement est de 663 330 $. Donc, par rapport au mégadôme, il y a une différence de 469 000 469 555 $. Donc, moi, je ne suis pas là pour questionner est-ce que c'est un bon choix ou pas. Je fais simplement donner l'information pour les citoyens et citoyennes. 65% de subvention. Oui, tout à fait. Je viens de mentionner, donc 65%. Donc, juste pour que vous sachiez que c'est des discussions qui ont eu lieu, toujours par un souci de transparence, de savoir qu'il y avait différentes options ont bel et bien été analysées. Puis, l'ancien conseil en est venu à la conclusion que cette option-là devait être retenue. Donc, c'est ce qui est à notre plan triennal d'immobilisation. Est-ce qu'il y avait d'autres dossiers? Je attirais votre attention sur l'hôtel de ville. J'ai mis rénovation de l'hôtel de ville à la ligne 13 dès le début. En 2023, j'ai mis juste l'agrandissement ici. C'est vraiment le coût minimum, mais le projet n'a même pas été apporté au nouveau conseil. Vous ne savez pas, vous n'avez aucune information là-dessus. Pour ça que là, j'ai parlé avec l'architecte qui on a fait faire une étude à savoir si on devait rénover ici ou aller ailleurs. Tout ça, j'ai les résultats de l'étude, je ne l'ai pas encore déposé au conseil. Mais là, elle ne pouvait pas me donner de chiffres sur les alternatives, aucune. Fait que le seul chiffre qu'elle pouvait me dire, elle dit tout ce que je peux chiffrer, c'est que si vous décidiez d'agrandir la salle de conseil ici, parce qu'on a vécu lors de la COVID qu'on n'avait pas une salle de conseil assez grande pour pouvoir faire des assemblées, là. Donc, si on agrandissait ici pour répondre aux besoins, bien, le minimum, ça coûterait pour l'agrandissement, ça serait 360 000. Mais ça n'inclut pas le recouvrement. Tu sais, si on décide de recouvrir l'extérieur de l'hôtel de ville pour en faire quelque chose, un recouvrement qui serait premièrement conforme à notre réglementation, puis deuxièmement plus uniforme tout au long du bâtiment, là, avec l'agrandissement et tout, c'est pas inclus là-dedans. C'est vraiment juste l'agrandissement ici, de la salle, de 360 000, que j'ai mis dans le plan. Fait qu'il y aura d'autres discussions à y avoir pour savoir si on fait autre chose avec l'hôtel de ville. Donc, l'agrandissement de la salle, peut-être qu'on va y avoir une discussion à y avoir dans la mesure aussi maintenant, comme on peut voir, je ne sais pas si la caméra peut se tourner vers notre salle pour juste une minute, nous montrer le nombre de citoyens qui assistent à la séance de ce soir. Mm-hmm. Donc, le nombre de citoyens en présence aujourd'hui ce soir, pour le bénéfice des citoyens qui n'y sont pas, est 0. Donc, la salle pour ce soir, maintenant qu'on a la possibilité de l'écouter en ligne, éventuellement, on veut aller vers une option où les citoyens pourraient nous poser des questions en ligne. On est à obtenir des avis légaux, à savoir si on doit prendre les questions à l'avance ou on peut les prendre en simultané pendant la séance. À ce moment-là, peut-être que c'est plus nécessaire d'agrandir la salle si on permet aux citoyens et citoyennes d'assister aux séances du conseil et de poser les questions en ligne. Là, c'est sûr que la problématique qu'on a en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de rétroactivité pour les citoyens. Les citoyens peuvent écouter, mais ils ne peuvent pas poser leurs questions. Mais si on en vient à une formule où on est capable de laisser les citoyens poser les questions en formule web, ben peut-être qu'on n'aura pas nécessairement à mettre 360 000 $ pour agrandir. T'sais, si moi je réfléchis, je me dis peut-être que juste 10 000 dans la salle pour doter d'équipements informatiques, doter d'une caméra, doter de améliorer. On aura la réflexion. Oui, c'est ça. Mais il y aura un minimum à faire pour les bureaux si on engage personne en communication en prenant un bureau, parce qu'actuellement on n'a pas. Oui, c'est ce que j'allais rajouter. Donc, il y a
une embauche d'une responsable ou d'un responsable en communication qui a été voté à la dernière séance du conseil. Donc, il nous manque un bureau. Ça, par exemple, c'est un questionnement légitime qu'on peut avoir. Où est-ce qu'on va mettre ce bureau-là? Est-ce qu'on veut aménager un bureau dans le coin ici, puis qu'il n'y ait vraiment presque plus de place pour les citoyens, qu'en personne, que ça soit vraiment juste dynamique? Est-ce qu'on veut garder ça? Est-ce qu'on veut déplacer les personnes qui travaillent au loisir et en communication à la bibliothèque, aménager des bureaux là-bas? C'est toutes des réflexions sur lesquelles on ne s'est pas penché. Le 360 000 $, est-ce que ça incluait il y a un bris là, à l'avant, il y a un poteau qui est endommagé par une personne ça n'inclut pas ça. En conduite à une C'était juste de prévoir 2 bureaux de plus ici, puis peut-être de prévoir une petite cuisinette ici plutôt que lit, puis agrandir la salle du conseil. C'est juste ça. Donc, on peut je ne sais pas comment vous percevez là-dessus. On peut peut-être le laisser, vu que ça n'impacte pas notre budget de l'année. Non, ça n'impacte pas notre budget de l'année. Ça nous laisserait un an pour réfléchir à savoir ce qu'on veut faire, puis par la suite prendre la décision vers où on veut aller, considérant le virage numérique. Mais je trouvais ça important qu'il soit quand même mis dans le plan triennal, puis savoir qu'il y a des réflexions à avoir sur qu'est-ce qu'on fait avec ça. En effet. J'ai mis un minimum. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui. Parfait. Bon. Il y avait un point à la ligne 135, aqueduc, pavage, rue Eau-Claire. Oui, la rue Eau-Claire, effectivement, ça dépend du projet. Là, il avait été mis ici comme si c'était à la charge une taxe de secteur, si on mettait l'aqueduc égout aux gens qui sont déjà là. Mais s'il y avait un projet de promoteur, exemple, pour un projet de, je sais pas, mini-maison ou quelque chose comme ça, bien là, ça serait le promoteur qui paierait les infrastructures, donc il n'y aurait pas de taxe de secteur. Ce qu'il faut savoir... C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir se positionner, c'est peut-être un... Bien, ça avait déjà été discuté, justement, que cette là avant de faire quelques travaux que ce soit, de voir est-ce qu'il pourrait y avoir un secteur de mini-maison avec un promoteur qui serait intéressé. En même temps, ça vient comme compléter notre zone urbaine vers Drummondville. Il faut garder en tête que ce secteur-là, dans le fond, il y a déjà 5 maisons préétablies. Donc, ces gens-là, ils ont déjà des puits, ils ont déjà des champs d'épuration conformes. Donc, c'était l'idée de la taxe de secteur. Moi, je suis un questionnement face à ça parce que c'était vraiment pour une rue qui débouchait. Là, ces 5 citoyens-là préexistants auraient été obligés de payer pour des infrastructures qui, en ce moment, ils n'ont pas besoin. Mais on sait que si on passe un aqueduc puis un égout là, c'est principalement pour le promoteur qui va faire un développement de mini-maison. Donc, la question à se poser, c'est en tant que conseil, c'est est-ce qu'on veut imposer une taxe de secteur aux 5 résidents de ce secteur-là qui ont déjà leur puits artésien puis leur champ d'épuration fonctionnel pour faciliter la vie à un promoteur qui voudrait construire un développement de mini-maison ou on veut que ce soit entièrement à la charge du promoteur. Donc, avant aujourd'hui, c'était écrit dans notre plan triennal d'immobilisation taxe de secteur. Donc, ça devait être passé à ces 5 citoyens-là puis aux autres par une taxe de secteur. Donc là, c'est ça le point pour lequel je l'ai ramené. Je questionnais un peu cette réflexion-là. Si à la charge du promoteur, on pourrait l'enlever du plan triennal parce que ce ne sera pas à nous de payer ça. Effectivement. On pourrait l'enlever tout simplement. Il faut approcher le promoteur concerné. Oui, moi je proposerais qu'on l'enlève puis qu'éventuellement il y aura des discussions parce que là, si on se met à facturer 200 000 $ sur 40 ans, ces 5 citoyens-là qui nous ont rien demandé. Absolument. Pour aider la vie d'un promoteur, c'est pas très juste. OK. On avait un 1,5 million à la ligne 122, raccordement rue Martel, rue Saint-Louis. Est-ce qu'on pourrait expliquer le projet? Oui, ça c'était un projet de raccordement d'aqueduc égout entre la rue Martel et aller installer juste pour que ça débloque sur la rue Saint-Louis. C'était une idée qu'il y avait sur la table, mais il y a aussi une problématique avec le ruisseau qu'il y a à régler en même temps. Là, ça explique aussi une partie des coûts. Puis ça, la façon que je l'ai mis dans le plan triennal, c'est comme si c'était la municipalité qui décidait de payer pour faire les travaux d'infrastructure, d'aqueduc, d'égout pluvial et le pavage et tout ça. Maintenant, si ça s'en va dans les mains d'un promoteur, bien encore une fois, ça pourrait être retiré du plan triennal d'IMO parce que ça ne serait pas nécessairement à la charge de la municipalité.
Donc, tout ce qui pourrait peut-être arriver, c'est une taxe de secteur, comme ça arrive souvent quand il y a des projets promoteurs. Le promoteur paie les aqueducs, égouts, toutes les infrastructures du sol, la mise en forme de rue, mais on pave uniquement lorsqu'il y a 80-85% des bâtiments qui sont construits. Là, c'est la municipalité qui pave, va faire pavage, bordure, éclairage, puis il va charger une taxe de secteur. Donc, juste pour situer un peu les gens, c'est écrit subvention MTQ de 1 526 000, FIMO 1 552 000, règlement d'emprunt 1 057 000 et un surplus de 117 000. Le surplus de 117 000, c'était quoi? Mais ça c'était la rue Saint-Louis. Là, vous avez changé de ligne, M. le maire. Vous êtes rendu à la ligne 121. Pardon, pardonnez-moi. Non. Ça, c'est les travaux de la rue Saint-Louis. Ah non, je m'excuse. OK, non, c'était vraiment... OK, je retire ce que je viens de dire. Effectivement, on a puis, effectivement, c'est une information intéressante quand même pour les citoyens. La rue Saint-Louis, effectivement, on a 1,5 million de subventions MTQ. FIMO, c'est une subvention du ministère des Affaires municipales en collaboration fédérale-provinciale. 1 552 400. Le surplus, bien, ça vient du surplus du Fonds général que le conseil, l'entier conseil avait décidé que l'ensemble des citoyens, par le surplus, contribuaient parce que tous les citoyens arrivent pour aller à la 20 à Saint-Cyril, on passe par la rue Saint-Louis. Fait que donc, tout le monde en bénéficie. Et il y restait un règlement d'emprunt de 1 million environ là, qui serait financé sur une taxe sur tout le secteur desservi. Donc, c'est un grand nombre de citoyens qui vont se partager de 1 million. C'est tous les gens qui sont desservis en aqueduc et égouts dans la municipalité. Et est-ce que ça se fait comme ça pour toutes les réparations de tous les... D'aqueduc et égouts, oui. Là, on a appliqué ça pour le raccordement, Drummondville, on a appliqué ça, puis il y a d'autres travaux à venir, là, à différents endroits. On a un plan, encore là, on a un plan quinquennal pour toutes nos infrastructures d'aqueduc et égouts. On mandate à tous les 5 ans un ingénieur qui vient mettre à jour ce qu'on appelle le plan d'intervention. Puis on sait exactement quelle conduite d'aqueduc et égout a 40 ans puis qui est due pour être faite, les urgences. Il y a des tronçons identifiés dans tout le secteur de la ville. Puis c'est vraiment identifié quand est-ce les prochains travaux d'aqueduc et égout qu'on fait. Puis nous autres, on essaye d'arrimer ça avec les programmes de subvention qui sortent. Aux 2-3 ans, un nouveau programme. Comme notre plan est toujours à jour, on sait exactement le prochain projet. Je peux vous dire, dans les 5 prochaines années, ça va se passer dans quel ordre. Puis ça, je tiens à féliciter nos employés municipaux pour ça, parce qu'en ayant des outils comme ça, on ne se retrouvera pas avec une situation comme à Montréal où les infrastructures, il y a des sections d'aqueduc qui, on s'entend, ils perdent 40% de leur eau potable par des fuites un peu partout dans le réseau, parce que la maintenance puis le remplacement des conduites arrivées à la fin de leur vie utile n'a pas été fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un très bel outil qu'on a à Saint-Cyril. Puis malgré notre petite taille de municipalité relativement à d'autres municipalités, on arrive à le mettre en place. Donc félicitations à nos employés municipaux pour avoir réussi à le faire. Donc, pour en revenir à la rue route 122, juste préciser la ligne 122, pardon, avec on demande Marcel rue Saint-Louis, juste préciser aux citoyens, ça, la réflexion n'est pas encore aboutie à ce niveau-là. Est-ce qu'on veut densifier ce secteur-là ou on veut plutôt densifier des secteurs où il y a déjà du multilogement dans Saint-Cyril? C'est toutes des questions qu'on va se poser. Si on densifie, est-ce qu'on le fait de façon minimale? Est-ce qu'on le fait de façon importante? Est-ce qu'on veut vendre le terrain à un promoteur? Si oui, il faudrait le faire à la valeur marchande, ou est-ce qu'on veut que la municipalité développe les infrastructures et vende les terrains? Donc, on sait qu'on aurait une plus-value énorme à pouvoir aller chercher. Là, si on regarde d'autres projets immobiliers qui ont été faits à Saint-Cyril, on pourrait aller chercher plus d'1 ou 2 millions de plus-value si la municipalité donnait elle-même le contrat de construire les infrastructures puis vendait les terrains. On a aussi la réflexion qu'on a besoin d'une deuxième école à Saint-Cyril de Wendover. Le terrain a 31 000 mètres carrés, donc c'est exactement la grandeur qui est nécessaire pour donner à la commission scolaire pour qu'ils puissent construire une nouvelle école. Donc, est-ce qu'on voudrait notre nouvelle école là? Oui, non. C'est toutes des réflexions qu'on n'a pas eues encore dans le détail, donc on va être amené à avoir plus tard. Donc, c'est vraiment ce montant-là
de ce que je comprends, c'est si la municipalité développait elle-même les infrastructures et décidait de vendre les terrains, donc aller chercher une plus-value qui pourrait peut-être lui servir à financer des trucs ailleurs dans la municipalité, un éventuel centre communautaire ou whatever, en diminuant le coût pour les citoyens de Saint-Cyril. Donc, c'est pour ça qu'il avait été mis là. C'est pour ça qu'il avait été mis en 2024, parce qu'il y a beaucoup de discussions et d'éléments à mettre en place avant de décider qu'on va développer ça. Fait que, on l'a situé dans le temps, on y a mis une valeur, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que ça va coûter. Effectivement. Ça dépend des décisions de conseil. Donc, on verra. Est-ce que vous voulez le conserver au plan triennal tel que je l'ai présenté? On le conserve, de toute façon, sont révisés annuellement. Oui. Donc, ça ne nous impute rien pour cette année. On peut le laisser là. Au moins, c'est un aide-mémoire qu'on sait qu'on a ce projet-là sur la table. OK. Donc, au niveau du centre communautaire, je sais que certains citoyens et citoyennes se demandent est-ce qu'il va y en avoir un, est-ce qu'il n'y en aura pas. On a eu la réflexion en assemblée préparatoire. Vous pouvez aller l'écouter, il va être disponible sur le site internet avec le lien de YouTube également. Donc la réflexion et la conclusion, corrigez-moi si je me trompe, chers élus, que ça ne serait pas mis à ce plan triennal-là, étant donné que c'est révisé annuellement, qu'on ne connaît pas encore l'ampleur de nos besoins. Par contre, ça pourrait être mis au plan triennal l'année prochaine et ça n'empêche pas que ça va peut-être se réaliser dans ce mandat-là. J'avais apporté le point qu'étant donné qu'on est 5 des 7 élus à avoir été élus par réclamation, donc ils n'ont pas fait de campagne électorale en disant ben moi si je suis élu, je vais faire la promotion d'un centre communautaire. On a peut-être les deux autres, parce que je ne sais pas pour M. Masson, M. Raymond semblait dire qu'il n'en avait pas parlé lors de sa campagne énormément. Donc on n'avait peut-être pas la légitimité pour savoir si on allait faire un centre communautaire ou pas. Ce que je proposais, c'est qu'on soumette la question à référendum. Donc, on prépare un projet, puis qu'on soumette la question à référendum parce qu'on n'a ni fait campagne contre, ni fait campagne pour. Et à ce moment-là, vous pourrez vous décider, vous, en tant que citoyen, citoyenne de Saint-Cyril, est-ce que vous en voulez un, oui ou non, sachant qu'une hausse d'un règlement d'emprunt, on a fait les chiffres là, pour vous les donner. Donc, quand on emprunte 1 million de dollars à la municipalité, l'impact, le montant de remboursement annuel avec le taux d'intérêt actuel, capital et intérêt, ça nous coûte 42 264 dollars. Donc, le rôle d'évaluation, ça veut dire que la valeur foncière de l'ensemble de la municipalité de Saint-Cyril, sur laquelle on taxe, c'est 519 373 600 dollars. Donc, si on rajoutait 1 sou du 100 dollars d'évaluation, ça nous rapporterait 51 937 dollars à chaque sou qu'on augmente vos taxes. On augmente vos taxes de 75 cents du 100, par exemple, à 76 cents du 100. On va chercher 51 900 en revenus. Donc, si on regarde, là, les taux d'intérêt en ce moment sont historiquement bas. Si on prend pour acquis qu'ils vont probablement remonter au cours des prochaines années, sur une période de 40 ans, ils vont définitivement être plus hauts. Une règle du pouce, là, c'était 1 million d'emprunts égale à peu près une augmentation de votre fardeau fiscal de 1 sou du 100 $ d'évaluation municipale. Je résume grossièrement, en ce moment c'est 0,8, mais avec la hausse éventuelle des taux, ça va ressembler un peu à 1 sou du 100 $ d'évaluation. Donc, pour une maison dont la valeur médiane à Saint-Cyril, là, on n'a pas les chiffres exacts de la municipalité, mais de la MRC, mais de ce qu'on avait calculé un peu grossièrement, là, la valeur médiane se situerait autour de 280 000. C'est-à-dire qu'il y aurait la moitié des propriétés qui vaudraient plus que 280 000, la moitié qui vaudrait moins que 280 000 à Saint-Cyril. Donc, 1 million de règlements d'emprunt à Saint-Cyril, ça vous donne une augmentation de 28 $ de votre compte de taxes. Si c'est un règlement d'emprunt payé par l'ensemble des Syrillois, Syrilloises. Oui, c'est ça. Si c'est un secteur, ça pourrait être plus élevé. Exact. Si c'est une taxe de secteur, ça va naturellement être plus élevé parce qu'il y a moins de personnes qui le payent. Donc, sur 40 ans, si on fait 28 x 40, parce que nos règlements d'emprunt sont en général sur 40 ans, 1 million emprunté par votre municipalité va vous coûter 1 120 $. Donc, ça, c'est selon les conditions de marché actuelles. C'est un peu grossier, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur pour que vous compreniez. Si vous voulez les chiffres exacts, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mairie@stcyril.qc.ca. Je vais me faire un plaisir de trouver l'information exacte et vous l'envoyer. Est-ce que, donc pour récapituler, pourquoi j'apportais le point des règlements d'emprunt, donc c'est sur 3 ans, on a prévu 5 475 000 $ en règlement d'emprunt. La majorité de ces règlements d'emprunt, il faut savoir qu'ils sont pour
des infrastructures, donc remplacement d'égouts, aqueducs, qui vont être payés par les citoyens qui sont desservis par les égouts et aqueducs. Donc, si vous habitez dans un rang où il n'y a pas l'égout et l'aqueduc, à ce moment-là, vous paieriez zéro. C'est bien ça, de ce règlement d'emprunt. Sauf le raccordement. Sauf le raccordement de Drummondville, que c'est 22%. Mais les réparations d'infrastructures vieillissantes, si vous habitez dans un rang, vous n'avez pas l'eau et l'égout, vous ne payez rien de ça, le règlement d'emprunt. Ce que ça veut dire, par contre, si vous avez l'eau et l'aqueduc, c'est que vous allez payer plus que 28 $ par million emprunté. Parce que si, exemple, on est 3000 citoyens à Saint-Cyril, on a 1500 de raccordés, bien, au lieu de 28, vous allez payer 56 par année de plus de taxes à chaque million qu'on emprunte. Donc, juste pour vous situer ça. Fait que l'impact sur le fardeau fiscal des gens desservis par l'aqueduc et l'égout va être beaucoup plus important avec ce plan triennal-là que sur les gens qui ne sont pas desservis par l'aqueduc et l'égout. Parce que la plupart des investissements qu'on fait sont des investissements pour remplacer des conduites vieillissantes en aqueduc et égout. Dans les montants, là, si on y va, 1,3 million infrastructure village, 648 000 pour la rue Saint-Laurent. Vous voyez un peu d'où ça sort. Là. Il y avait le règlement d'emprunt d'1 million pour la rue Saint-Louis. Il y a 770 000. Ça, voyez-vous, 770 000, c'est l'agrandissement de la caserne. Donc, la caserne, on a une problématique, il n'y a pas d'endroit pour stationner un nouveau camion, c'est ça que vous dites? Non, c'est qu'on a un camion qui est même plus conforme. Et pour pouvoir le remplacer, si on remplace ce camion-là, il ne peut pas rentrer dans la caserne. Fait que, évidemment, en incendie, on ne peut pas loger des camions à l'extérieur pour... Il ne faut pas être obligé de déglacer et de déneiger un véhicule d'urgence. Donc, il doit toujours être à l'intérieur et tout ça. Donc, pour pouvoir faire l'acquisition de ce nouveau camion-là, il faut d'abord et avant tout agrandir la caserne. Et donc, c'est ça notre problématique. Fait que la première étape, c'est d'agrandir la caserne. Une fois que la caserne sera agrandie, on positionnera l'achat du camion comme tel. Mais comme avec les véhicules électriques, tout ça, il y a possibilité d'aller chercher des subventions et tout maintenant. Donc, ça risque d'être un camion qui coûte beaucoup moins cher qu'il a déjà coûté dans le passé. Comme on peut répéter pour les citoyens qui n'auraient pas écouté les autres séances, que le directeur du service des incendies nous expliquait, c'est qu'il y a des subventions qui existent si la municipalité est dotée de politiques verte de développement durable dans la globalité, là, pas si on fait assemblant d'être vert juste pour avoir 80% de subvention sur notre camion d'incendie, mais qui ferait qu'on pourrait avoir 80% du camion d'incendie payé par une subvention du gouvernement fédéral, si ma mémoire est bonne. Donc, le camion, par exemple, électrique, incendie, coûterait 400 000, mais il serait payé à 80% par la subvention. Donc, il nous coûterait à nous, citoyens et citoyennes, seulement 80 000 $ de nos poches, versus le camion essence qui coûterait 300 000 de nos poches. Fait que c'est aussi pour ça qu'on a la réflexion de revoir certaines réglementations pour incorporer le développement durable, puis tous les processus, les questions de densification en général, pour pouvoir se qualifier pour des aides financières comme ça, puis maintenir votre fardeau fiscal le plus faible possible. Il y a un plan à installer, un peu comme on a pour l'aqueduc, un peu comme on a comme nos pavages de rue. Là, il va y avoir un plan à installer d'intervention pour le remplacement de nos véhicules, des acheter avec plus électrique, les bâtiments, les travaux qu'on fait sur les bâtiments, de prévoir aussi les systèmes qui sont plus écologiques. Puis, il faut présenter tout un plan comme ça pour avoir accès à ce genre de subventions-là. C'est pas juste de dire on remplace tel véhicule par un véhicule électrique. Non, non. Il faut planifier comment on va transférer des véhicules au gaz aux véhicules électriques pour toute la flotte de véhicules et toute la flotte de bâtiments. Là, on va pouvoir entrer dans ces genres de programmes-là de subvention. Puis l'autre gros montant là, qui va être par règlement d'emprunt en partie, je vais vous le mentionner, c'est à la ligne 143, la mise à niveau de l'usine d'épuration d'eau, des eaux usées, pardon. Donc un troisième bassin, puis 2 soufflantes. Là. C'est un budget de 2 458 000 $. Ça va être rendu nécessaire avec l'augmentation de la population. Puis aussi, on a le contrat de traitement des boues des autres municipalités. Juste pour vous situer, citoyens, on ne va pas vous faire payer pour traiter les boues des autres municipalités. En fait, les autres municipalités nous payent. Saint-Cyril, ça nous coûte déjà parmi les moins chers dans la MRC de Drummond pour le traitement des boues parce qu'on vend en fait des services de traitement des boues
à d'autres municipalités, puis on dégage un profit avec ça qui sert à payer une partie de l'usine. Donc, c'est ce qui fait que ça nous coûte vraiment pas cher pour notre usine de traitement des eaux usées. Puis c'est la même logique pour le service incendie. Le coût par habitant à Saint-Cyril est beaucoup moins élevé que le coût par habitant dans des municipalités de taille comparable parce qu'on vend des services de protection incendie, notamment au niveau du préventionnisme. M. Jolicoeur, qui est avec quelle municipalité en ce moment, de Saint-Lucien? En ce moment, il fait, non, oui, en ce moment, il fait le territoire de Saint-Lucien, c'est ça. Puis là, on est en étude de savoir si on offre le service à d'autres municipalités en prévention. On s'est équipé récemment durant la pandémie d'un logiciel qui permet l'auto-évaluation des citoyens. Ça fait économiser beaucoup de temps et beaucoup de temps de déplacement sur le territoire. Puis ça participe bien. Donc, avec ce temps-là, on a offert, c'est parce qu'il y a eu une problématique dans nos municipalités voisines, puis on a choisi d'aller les aider. Puis là, on étudie la possibilité d'offrir nos services de préventionnisme avec ce nouveau logiciel-là à d'autres municipalités. Ce qu'il faut vous garder en tête, c'est quand on fait ça, ça vous sauve de l'argent à la fin. On se garde tout le temps des frais de gestion, puis ça fait que vos taxes sont moins payées. Donc, je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des règlements d'emprunt. Donc, au niveau des règlements d'emprunt, on est à 5 475 000. Financé par subvention, donc on prévoit obtenir 6 801 000 $ en subvention. Donc, vous le voir, on va chercher plus d'argent en subvention que ce qu'on va emprunter. Donc, il y a quand même un bon travail de la part des employés municipaux qui est fait à ce niveau-là. On tient à les féliciter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On va procéder à l'adoption. On a besoin d'un proposeur s'il n'y a pas d'autres questions. Je peux aller. Oui, vous pouvez y aller, monsieur. Conformément aux dispositions des articles 953.1 et 957 du Code municipal du Québec, dépôt du plan triennal d'immobilisation pour la période 2021 à 2023 est fait. Non, c'est 2022 à 2024, excusez. Le dépôt du plan triennal d'immobilisation pour la période 2022 à 2024 est fait. Considérant la présentation faite par la directrice générale, la copie est remise aux membres du Conseil. Il est résolu d'adopter le plan triennal d'immobilisation pour les années 2022 à 2024 tel que déposé, de rendre le document disponible sur le site web de la municipalité. Je propose. Je le second. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Donc, à l'unanimité. Point 5, période de questions. Est-ce que les gens dans la salle, aussi nombreux que vous êtes, avaient des questions pour nous? Pour le bénéfice des gens sur le web, c'était une blague, il n'y a aucune personne dans la salle. Donc, on va travailler à voir si légalement on peut vous laisser poser des questions par Internet. Ça pourrait permettre de rendre ça un peu plus interactif. Et quand on va le savoir, on va élaborer une politique à ce sujet-là. Donc, je propose la levée de l'Assemblée. Monsieur Lavigne. Monsieur Lavigne, il faut qu'il propose de... Oui. 26.